Nous sommes le jeudi 24 avril 2025, ici Danick Julien, et voici le bulletin d'information CJSR qui couvre l'actualité de la grande région de Portneuf. Élection 2025, les candidats de Portneuf se sont livrés à l'exercice du débat CJSR animé par Michel Beausoleil. Nous avons un reportage à vous présenter sur le sujet. Le Halo organisme d'entraide communautaire fêtait ses 40 ans. Aubert-Tremblay a préparé un reportage sur l'événement. Le projet de 174 logements prévus aux abords de la rue Saint-Joseph fait jaser. On fait un retour et finalement, le Conseil du patrimoine de Cap-Santé annonçait cette progression 2025. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Premièrement, sachez que je suis très heureux d'être de retour pour présenter le bulletin Info CJSR. Je désire remercier Aubert Tremblay d'avoir assuré haut la main mon remplacement durant mon congé de paternité. Alors, maintenant dans les nouvelles, la semaine dernière, l'Info CJSR a pris relâche pour le débat des candidats qui a été animé par le journaliste bien connu de CJSR et de Portneuf, Michel Beausoleil. Afin de bien se remémorer les moments marquants de ce débat, voici le résumé présenté par Zachary Marchand. En vue des élections fédérales de cette année, un débat s'est tenu à la salle du Conseil de ville de Saint-Raymond opposant 5 des 6 candidats de la région Portneuf-Jacques-Cartier. Les candidats présents sont les suivants. Il y a Simon Frenette du Parti populaire du Canada, Joël Godin du Parti conservateur du Canada, Christian Hébert du Bloc québécois, Antonin Leroux du Parti libéral du Canada et Joanne Kefelec du Parti vert du Canada. Le 6e candidat, qui n'était pas présent au débat, était Félix Couture du NPD. Au total, 6 questions ont été posées et répondues par les candidats. Après avoir eu chacun le droit de parole, une période de débat avait lieu après chaque question. L'ordre de passage des candidats a été défini au hasard et chaque prise de parole était chronométrée pour ne pas donner avantage à personne. Le débat ne pouvait pas dépasser les 2 heures et chaque candidat avait au départ une période de présentation et à la fin une période de conclusion. La première question était en lien sur l'avenir du Québec et les candidats devaient donner leur avis sur la possibilité de combiner l'Amérique du Nord en un seul pays. Voici quelques réponses dites par les candidats. Moi, j'ai une maîtrise en économie, j'ai étudié en finance. Je peux vous répondre rapidement que d'avoir une monnaie unique avec le reste du continent, c'est non. Restons maîtres chez nous. Développons notre économie ici au Canada. Nous avons le potentiel, nous avons les ressources et nous sommes capables de développer des marchés qui vont faire en sorte que l'on puisse être encore concurrentiel. Ça fait toujours drôle d'entendre autant conservateurs que libéraux nous parler de maître chez nous quand ça fait 50 ans qu'ils se battent contre le fait qu'on puisse être maître chez nous puis qu'ils choisissent la voie de la mondialisation. Moi, je ne crois pas du tout à ce type d'union. Nos économies hyper mondialisées sont devenues vulnérables et puis quand les grandes puissances éternuent, les plus petites tombent gravement malades. Nous autres, on veut un Québec fort dans un Canada uni. Un Canada qui décentralise le pouvoir vers les provinces. Dès la période de débat commencée, le candidat conservateur a directement attaqué Mark Carney du Parti libéral. En voici un extrait. Je lisais tout récemment que Mark Carney
est un envoyé spécial de l'ONU pour le financement de l'action climatique. Savez-vous qu'est-ce qu'il a fait? Comme premier ministre nommé par les membres du Parti libéral du Canada, une des premières choses, abolir la taxe sur le carbone. La deuxième question était en lien avec l'autonomie régionale et des problèmes d'accessibilité des ressources. Parmi les candidats, Joanne Kefelec du Parti vert du Canada n'a pas su donner de réponse à cette question et a préféré donner son droit de parole. En fait, excusez, je pense que je vais remettre la parole à quelqu'un d'autre parce que présentement je suis... Il n'y a pas de problème, on peut... Voici quelques segments des réponses des autres candidats. En fait, quand on parle d'autonomie, souvent on parle soit d'autonomie énergétique ou d'autonomie alimentaire. Moi, je crois qu'ici, dans le comté, on a tout ce qu'il faut pour avoir les deux. Si nos fermes tombent, ils vont tomber en domino, puis ça va être une crise alimentaire. Et de l'autre côté, c'est pas ma première campagne électorale, hein. La dernière, l'avant-dernière, j'entends tout le temps tous les candidats dans la capitale nationale, autant du Parti libéral que du Parti conservateur, nous dire hey, « moi, ma priorité, là, c'est la détresse psychologique, hein, puis la sécurité alimentaire. » Pourtant, c'est les deux domaines dans lesquels le fédéral a le moins investi dans les 4 dernières années. Il faut soutenir nos petites et moyennes entreprises et, entre autres, par le programme de travailleurs étrangers. Nous autres, au Parti populaire du Canada, on est le seul qui avons un cadre financier un peu plus sérieux, là. Avant de commencer à faire des promesses, des réductions, des cadeaux, des congés de TPS, la première année va être consacrée à équilibrer le budget. La troisième question était en lien sur le transport et la mobilité. Plusieurs sujets ont été abordés, mais les candidats ont préféré parler du projet du quai de Portneuf. Voici quelques extraits. J'ai une annonce à faire ce soir. J'ai parlé au maire de Portneuf hier matin et je peux vous confirmer que les contrats sont donnés pour remettre à niveau, au niveau de l'environnement, le quai de Portneuf. Parce que trop longtemps, on a voulu détruire Portneuf-Jacques-Cartier à coups de pic, à coups de pelle, en n'entretenant pas nos infrastructures. Maintenant, il est temps que ça change. M. Hébert ne veut pas de pipeline, mais il veut du fret sur le quai de Portneuf. M. Godin, c'est le contraire, des pipelines, pas de fret. Ben moi, je vous règle ça. C'est les deux. Les citoyens veulent un projet qui attirera les investissements récréo-touristiques et immobiliers. Par contre, le projet récréo-touristique sera possible seulement lorsque le quai sera cédé. Et encore sur ce dossier-là, il n'y a rien qu'à avancer. Le quai doit être cédé. Lors de la période de débat, chaque candidat, excepté celui du Parti vert, ont débattu leur idéologie sur l'avenir du quai de Portneuf. La quatrième question était en lien avec la communication et les médias. Les opinions étaient mitigées, mais la plupart semblaient vouloir appuyer les médias. Il faut bien financer Radio-Canada, il faut encourager des groupes comme TVA, parce qu'ici, nos médias, ils sont relativement sains. On aura beau chialer sur nos médias, là, mais quand on compare, les médias ici sont très sains. Les médias communautaires sont les gardiens de notre histoire locale, hein, et il faut soutenir ces voix. Je pense que c'est très important d'avoir les médias locaux. Et la nouvelle régionale doit être maintenue. Se protéger au niveau de la désinformation également. Hein. Fait que c'est vraiment cette lutte-là qu'on doit mener, puis appuyer localement là, nos artistes puis nos médias en communication. Hein. Simon Frenette, du Parti populaire du Canada, en veut à Radio-Canada et CBC depuis que son parti n'a pas été invité au débat des chefs. Nous autres, on veut définancer Radio-Canada, on veut définancer CBC. On ne veut pas les voir disparaître. Mais là, on est rendu à l'époque où il y a énormément de médias citoyens qui font d'excellent travail. La cinquième question était en lien sur la sécurité. Le Parti libéral du Canada, le Bloc québécois et le Parti vert du Canada étaient en globalité d'accord sur les mêmes points, tandis que le Parti populaire et le Parti conservateur du Canada avaient d'autres avis. Marc Carney, au niveau de la sécurité, a décidé d'investir beaucoup au niveau des frontières. Peut-être qu'il s'est fait réveiller par Trump aussi, là, mais en tout cas, ça viendrait régler un gros problème de
peut-être pas régler, là, mais aider à régler un gros problème de trafic d'armes et de drogue aux frontières. Près de la moitié de nos gens, nos francophones ici dans Portneuf-Jacques-Cartier, même s'il y a une pénurie de main-d'œuvre jusque dans les forces canadiennes, se font refuser quand ils postulent dans les forces seulement parce qu'ils parlent français. C'est une discrimination. Pour moi, la sécurité, je pense qu'il faut se protéger là, des gros pollueurs, hein, leur imposer une forte imposition, parce qu'ils mettent en péril notre santé. Si on veut avoir un semblant de sécurité, un sentiment de sécurité, il faut que les victimes d'agressions sexuelles se sentent protégées. Je pense que c'est important au niveau de la sécurité que tous les citoyens canadiens puissent se sentir en sécurité ici au Canada. Il faut protéger les victimes. Pour conclure le débat, la 6e et dernière question était en lien sur la pénurie de main-d'œuvre. Le candidat du Parti vert du Canada avait à nouveau donné son droit de parole aux autres candidats par manque de connaissances. Voici les derniers extraits. Les entreprises se doivent de s'automatiser, de se moderniser et non pas de faire appel à des travailleurs étrangers temporaires pour avoir de la main-d'œuvre bon marché. On a besoin d'un allègement réglementaire, puis clairement, il y a un palier de trop, puis c'est celui fédéral. Au Canada, la seule province qui a un ministère d'immigration au niveau provincial, c'est le Québec, et ils ont le droit de bien gérer leur immigration. Ils ont été débordés par l'immigration illégale provoquée par le gouvernement libéral. Lors de la dernière prise de parole du candidat du Parti libéral du Canada, M. Leroux ne s'est pas gêné pour utiliser le slogan du Parti conservateur, ce qui a bien fait rire les autres candidats. Le plan de Carney, c'est vraiment le plan du bon sens, là, c'est-à-dire, je m'excuse d'utiliser votre slogan. La journée de vote se tiendra le 28 avril, mais il est tout de même possible de voter par anticipation à votre bureau de vote près de chez vous. Un reportage de Zachary Marchand, Saint-Raymond. La séance du conseil municipal du 14 avril de Saint-Raymond a de nouveau été teintée par les informations et les questionnements à propos de l'imposant projet immobilier Saint-Joseph. Au cours des derniers mois, j'ai suivi les développements dans ce dossier qui ne fait pas l'unanimité. Le projet de 174 logements est situé sur l'ancien terrain de l'auberge La Bastide et a fait beaucoup de bruit. Des questions sur les risques d'inondation, le trafic sur la rue Saint-Joseph ou encore sur l'avenir du parc Alban-Robitaille ont été posées et reposées. Dans les dernières semaines, les opposants au projet Saint-Joseph ont grandement déploré la modification potentielle du parc Alban-Robitaille. Lors de la réunion du lundi 14 avril 2025, Claude Duplain, maire de Saint-Raymond, a à nouveau expliqué ce à quoi consistait l'échange d'espace dans le parc. Sur la deuxième diapositive, vous allez voir l'espace qu'on enlève. On enlève un espace de 2400 mètres carrés dans le parc Robitaille pour le rajouter au bout du terrain où on va se construire la même dimension, 2400 mètres carrés. Donc, on reste avec la superficie de 21 400 mètres carrés. L'espace échangé reste une préoccupation pour les opposants au projet, comme il s'agit d'un secteur où on retrouve le plus d'arbres dans celui-ci. Selon Claude Duplain, plusieurs de ces arbres devront être coupés déjà par souci de sécurité. Il se demande d'ailleurs si le secteur est concrètement utilisé par les citoyens. À ce sujet, la présidente d'établissement de l'école de la Grande-Vallée a joint sa voix aux opposants afin de trouver une alternative différente afin que le secteur boisé du parc puisse être préservé. L'échange d'espace, je comprends très bien le calcul, on en a telle superficie, on nous en redonne comme ça sur la longueur, mais ça ne s'équivaut pas. Pour nos élèves, on ne peut pas comparer ça que c'est la même chose parce que, à moins que vous me disiez que ça va être un espace clôturé, que les élèves qui vont jouer là ne pourront pas se rendre à l'eau, ce que je doute parce que ça briserait vraiment la beauté du paysage. La clôture qui est là est attrayante, les arbres qui sont là sont attrayants, c'est pour ça que c'est un espace sécuritaire. Quand on a un groupe, personnellement, j'ai travaillé 8 ans au camp de jour de Saint-Raymond,
J'ai animé les groupes pendant 8 ans. On n'avait pas encore le parc comme il était, mais maintenant, ça doit être vraiment une belle ressource pour eux également. On ne joue pas en longueur. On joue en carré. Ça prend l'espace carré que cet espace-là permet. Dans son allocution, Claude Duplain a dressé les craintes quant au risque d'inondation qui plane sur le terrain du projet Saint-Joseph. Il a expliqué que le niveau de l'inondation de 2014, qui avait grandement touché le centre-ville, était inférieur à la hauteur moyenne des terrains où on construirait les 11 immeubles à logement. Le maire a ajouté qu'avec les investissements qui sont faits pour la gestion de la rivière, les risques d'inondation aussi importantes ont diminué d'environ de 50 %. Les assemblées des séances du Conseil de Saint-Raymond, on le sait, sont télédiffusées et offrent des périodes de questions tout au long de l'Assemblée, ce qui se fait très rarement au Québec. Après des échanges tendus et compliqués lors de la réunion du 14 avril, Claude Duplain a demandé aux citoyens de respecter les périodes de questions afin qu'elles ne deviennent pas une période de débat ou de commentaires. Il explique que des citoyens se sont tannés. On est tannés, là. Les réunions du conseil sont longues, puis là, il y a des questions, puis des questions, puis des questions. Puis c'est parce qu'il y a beaucoup de monde, là, où vous parlez que vous êtes contre le projet à Saint-Joseph, mais là, nous autres, là, en arrière, là, hey, arrêtez les questions, là. C'est assez, là. OK? On peut-tu écouter le conseil municipal? Fait que là, on me demande de revenir à 2 périodes de questions. OK? C'est un peu ce qu'on me demande, parce que là, c'est trop long, là. Fait que là, on va faire une période de questions au début, puis à la fin. Puis à la fin, bien là, si ça s'étire jusqu'à minuit, je m'en sac, parce que moi, là, j'ai le goût de répondre aux questions, et sérieusement, j'adore répondre aux questions. Finalement, le maire de Saint-Raymond a déploré les commentaires faits à son égard et à l'égard des conseillers municipaux. Il explique que sur les réseaux sociaux, des internautes ont accusé les élus de Saint-Raymond de corruption, ce qui ne passait tout simplement pas pour le maire. Toujours dans le conseil de ville du 14 avril de Saint-Raymond, le conseil a pris le temps de remercier le travail de M. Richard Jobin, qui a retracé les inondations importantes survenues à Saint-Raymond lors de son histoire. M. Jobin a écrit un livre complet qui sera publié sous peu. Voici ce qu'il avait à dire devant le conseil municipal. Le premier, c'était d'en verser une copie aux Sociétés du patrimoine pour garder un historique des inondations dans le passé et surtout de l'évolution de la rivière au fil du temps, à partir des industries qu'il y a eu dans les premières années, l'avènement du chemin de fer, toutes les transformations qu'il y a eu sur la rivière. Fait que c'est constitué dans un recueil comme ça qui va servir de guide pour trouver rapidement en quelle année tel événement est survenu, en quelle année on a fait telle amélioration. Fait que c'est déposé en ordre chronologique à partir de 1800 quelques, à venir jusqu'à aujourd'hui. Et puis, je fais des recherches aussi dans l'index des délibérations de la ville pour avoir des dates là, plus précises. Là. Fait que c'est ce que ça donne comme document, avec des photos sur des... Je le regarde, là, puis il est fantastique. Ce soir, on va passer une résolution parce qu'on va en imprimer une série de copies. On prend ça en main. Parce que ça coûte cher à imprimer ces choses-là. Vous avez commencé ça, là? Pardon? Combien de temps vous avez passé là-dessus? Ça fait peut-être 3 ans. Le candidat libéral Antonin Leroux était de passage au centre d'expertise régional de biomasse situé à Saint-Marc-des-Carrières. Arthur Bordelot était sur place lors du passage pour en apprendre plus sur le centre. La compétitivité des entreprises de Portneuf-Jacques-Cartier repose sur leur capacité d'utiliser au cours des prochaines années, des prochaines décennies, de l'énergie propre. Partout sur la planète, les marchés financiers, les grands fonds d'investissement, tous ces grands acteurs mondiaux cherchent des endroits où ils peuvent investir qui utilisent de l'énergie propre. Ici, dans Portneuf-Jacques-Cartier, on a vraiment un potentiel de leadership en énergie et biomasse qui est extraordinaire. C'est ici que tout commence, mais c'est pas ici que tout va se terminer. Ici, dans Portneuf-Jacques-Cartier, nous avons la chance d'avoir ce centre d'expertise qui est un joyau de la communauté et nous allons faire rayonner Portneuf-Jacques-Cartier et travailler à ce que l'énergie biomasse soit partie intégrante de la stratégie de sécurité énergétique du gouvernement Carney. Le candidat libéral souhaite encourager le centre d'expertise et voudrait obtenir une subvention pour ce projet.
Ici, la transformation de la biomasse en énergie propre est une solution pour obtenir la bonne énergie à la bonne place, et ainsi que de favoriser les circuits courts et réduire le transport d'énergie fossile. La biomasse, c'est une solution pour éviter le transport du pétrole de l'Ouest, puis on sait comment les impacts que ce transport-là peut avoir sur les gaz à effet de serre, même les catastrophes qu'on a vues là, au lac Mégantic. Donc, des installations de combustion de biomasse comme celle qu'on a derrière nous, ça a le potentiel de générer 1000 kW par année pour chauffer des bâtiments institutionnels, chauffer des serres, des fermes, des écoles et bien plus encore. On ne peut que s'étonner du potentiel qu'on a derrière nous pour produire l'énergie à faible coût, localement pour les communautés locales. Selon une étude de WSP, au Québec, l'inventaire de biomasse serait de 19 millions de tonnes. La biomasse est abondante, trop souvent transportée sur nos routes pour aller diriger vers les sites d'enfouissement. Plutôt que de l'enfouir, pourquoi ne pas la revaloriser? Pourquoi pas revaloriser la biomasse, la transformer en énergie dans les localités où la biomasse est produite? On a besoin d'1 million de tonnes pour produire l'équivalent de la manique. Donc, combien de manique est gaspillé dans le gaspillage de la biomasse? Il faut se poser la question, puis il faut trouver des solutions qui sont efficaces. Dans la région, le village de Saint-Gilbert, celui de Saint-Marc-des-Carrières, profitent bien de ce système actuellement. Il faut comprendre que ces systèmes favorisent l'autonomie énergétique et alimentaire des villages, ce qui est une priorité aussi pour le gouvernement fédéral. Dans le fond, le défi, puis l'objectif, la mission du centre d'expertise ici, c'est de pouvoir proposer un transfert de connaissances, un transfert de technologie pour que les nouvelles municipalités qui veulent se lancer dans le projet rencontrent le moins d'embûches possible et le moins d'erreurs possibles qui pourraient les décourager. Donc, c'est important de faire profiter l'expérience qui a été développée ici à l'ensemble des villages du Québec et du Canada ultérieurement. C'est le 4 avril 2025 que le hockeyeur portneuvois Guillaume Richard a fait son entrée dans le monde du hockey professionnel. Depuis cette date, Guillaume évolue comme défenseur dans la Ligue américaine pour les Cleveland Monsters, le club école des Blue Jackets de Columbus. Natif de Cap-Santé ayant effectué ses premiers coups de patin auprès du club de Donnacona-Pont-Rouge, Guillaume a eu un parcours atypique pour un joueur de hockey québécois. Bien qu'en 2019, il fut repêché 7e au total par les Tigres de Victoriaville, le défenseur a plutôt opté d'évoluer aux États-Unis. De là, il a perfectionné son jeu et s'est concentré sur ses études en finance. Cette saison, avant de faire ses débuts dans la Ligue américaine, Guillaume a performé dans la NCAA pour le Collège de Providence. Il a d'ailleurs là-bas étudié pendant 4 ans. Guillaume Richard est habitué à l'effort, il a su faire sa place en raison de sa persévérance. Il explique qu'au niveau dans lequel il évolue maintenant, l'effort peut faire une réelle différence. Pour s'améliorer dans sa discipline, Guillaume a quitté le Québec et n'a brûlé aucune étape. Maintenant, ses entraîneurs apprécient beaucoup son jeu défensif et le fait qu'il puisse sacrifier son corps pour son équipe en bloquant des tirs importants, par exemple. Au retour de la pause, on offre un reportage sur une discussion citoyenne en présence de Vincent Caron s'étant déroulée à Saint-Gilbert. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire. Le 16 avril dernier, Vincent Caron s'est rendu à Saint-Gilbert pour discuter avec des citoyens de plusieurs enjeux qui les préoccupent. Zachary Marchand y était. Voici son reportage. Le député caquiste de Portneuf, Vincent Caron, était de passage à Saint-Gilbert le mercredi 16 avril pour participer à une rencontre citoyenne. Plus d'une dizaine de personnes se sont déplacées à l'hôtel de ville dans la salle du conseil municipal pour échanger avec le politicien. Pour M. Caron, ce type de rencontre est la clé pour entretenir un lien de confiance avec les citoyens.
j'ai cette réputation d'être un député qui est proche de ses concitoyens. Donc pour moi, c'est un exercice vraiment important parce qu'il faut toujours que ce lien soit entretenu entre les préoccupations des citoyens, le député, et puis vraiment, c'est une opération à laquelle j'aime beaucoup me prêter. Lors de cette rencontre, plusieurs sujets ont été discutés. Les citoyens ont questionné d'entrée de jeu le député en posant des questions en lien avec la loi sur la taxe carbone. Par la suite, d'innombrables questions sur l'agriculture ont été posées. Certains citoyens craignent un déclin du nombre de terres agricoles praticables et M. Caron a rapporté lui aussi être préoccupé par la situation. Notamment dans une municipalité comme celle de Saint-Gilbert, c'est d'autant plus préoccupant parce qu'on sait qu'on est vraiment limité dans le développement qu'on ne peut pas faire finalement. Donc quand il y a des petites zones comme ça sur lesquelles on peut pour lesquels on peut apporter plus d'attention, il faut absolument le faire. Parmi les citoyens qui étaient présents dans la salle, c'était la première fois pour Jacques Perron, un natif de Saint-Gilbert, qu'il participait à ce genre de discussion. Avant de rencontrer et de discuter avec Vincent Caron, le Gilbertin ne croyait pas pouvoir tisser un lien aussi proche avec le député. Vraiment satisfait, surpris qu'on puisse avoir un lien, un contact vraiment facile avec le député. Le maire de Saint-Gilbert, Daniel Perron, était présent à la rencontre et a lui aussi posé des questions au député. Pour M. Caron, interagir avec le peuple portneuvois est encore mieux qu'être à l'Assemblée nationale. Le rôle d'un député est double, celui d'être législateur à l'Assemblée nationale et celui de représenter ses citoyens, d'être ici. Alors j'aime beaucoup être à l'Assemblée nationale, mais très honnêtement, l'exercice que je préfère, c'est d'être dans Portneuf, d'aller à la rencontre des gens qui occupent notre territoire, qui façonnent notre quotidien, qui organisent nos vies. Donc on va continuer d'être aussi proches. Un reportage de Zachary Marchand, CJSR, Saint-Gilbert. Dans le cadre d'une activité scolaire, plus de 40 élèves de l'école secondaire de Donnacona ESDO ont participé à un atelier découverte de la pêche blanche au lac Proulx de Rivière-à-Pierre le 19 février dernier. Il s'agissait de la deuxième mouture de l'atelier organisé par Christian Drolette, un éducateur spécialisé à l'école secondaire de Donnacona. Au total, 4 classes d'adaptation scolaire se sont jointes à l'événement. Dans ces classes, on retrouve des élèves autistes ainsi que des élèves ayant d'importantes difficultés d'apprentissage. Pour Christian Drolette, un événement comme celui-ci a permis de leur apporter beaucoup. Selon lui, plusieurs de ces jeunes n'avaient jamais pêché ou encore s'étaient rendus à Rivière-à-Pierre. Pour ceux-ci, l'activité représentait un réel défi qu'ils ont relevé haut la main. Avec le poisson qui était au rendez-vous, les élèves sont arrivés à pêcher 28 truites au total. Dans un esprit de compétition amicale d'ailleurs, un trophée a été confectionné par certains élèves et remis à celui qui avait récolté le plus gros poisson. Les élèves ont pu retourner à la maison avec leur récolte et de là, plusieurs d'entre eux ont passé un moment privilégié avec leurs parents pour apprendre comment bien préparer ce qu'ils avaient pêché. L'activité a, somme toute, été très bénéfique pour l'ensemble des 42 élèves qui ont participé, ainsi que pour les 11 accompagnateurs. Afin de réaliser le projet, Christian Drolette et l'équipe de l'école secondaire de Donnacona ont pu compter sur l'aide de la réserve faunique de Portneuf. Celle-ci a été très facilitante au dire de l'organisation. Rapidement, la réserve a embarqué dans le projet et a permis aux jeunes de profiter de la nature comme il se doit. Le projet a bénéficié d'une bourse de 2 700 $ avec la collaboration de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, ainsi que la Fondation Héritage Faune ont aussi collaboré à la mise en place. Avec le succès de l'événement, il pourrait bientôt être appelé à revenir. La Commission B de Saint-Casimir fêtait sa 10e édition cette année. Pour en parler, j'ai discuté avec Chloé Saint-Hilaire des Grands Bois. Voici cette entrevue. On rejoint en ligne Chloé Saint-Hilaire, coordonnatrice marketing pour les Grands Bois. Bonjour Chloé. Allô. Chloé, on parle de la programmation de la Commission B, auparavant connue sous le nom de Commission brassicole. Ça fait 10 ans que cet événement-là de juin existe à Saint-Casimir. Pouvez-vous nous en parler? Oui, en fait, c'est la 10e édition. Ça fait plus de 10 ans. C'est juste qu'il y a eu des arrêts pendant la pandémie. Donc, cette année, c'est un gros anniversaire pour nous. C'est la 4e édition qu'on fait
à grand déploiement, si on veut, donc avec plusieurs scènes, que c'est plus juste un petit chapiteau sur le bord de la rivière. Donc, on a vraiment quitté le côté petite fête villageoise pour être plus un gros festival d'envergure dans la région. Donc, cette année, ça va avoir lieu du 20 au 22 juin. Et justement, vous avez de la programmation sur 3 jours à partir du 20 juin, 21 et 22. Programmation qui est variée. Il est possible de s'acheter des billets autant en pré-vente pour les 3 jours ou encore individuellement selon ce qui intéresse le plus. J'aimerais peut-être qu'on commence par parler de la journée du 20 juin. Oui, la journée du 20 juin, mais dans le fond, c'est juste le soir. C'est une soirée quand même rock cette année. On essaie toujours d'avoir une petite thématique. Donc, cette année, nos gros artistes, c'est la scène Desjardins, la scène principale, ça va être Galaxy. Ils sont déjà venus au Théâtre des Grands-Bois l'année passée présenter leur dernier album. Puis Patrick Watson aussi, qui est un habitué de Saint-Casimir. Donc, ça va être ça sur la grosse scène. Puis on a aussi la scène Hydro-Québec qui est dans notre boisé. Donc, c'est une scène un petit peu plus dans la forêt. C'est un petit peu plus intime. On va avoir Population 2, Angine de poitrine et Violette Pie en after. Fait qu'on est quand même dans du psych rock qui va faire bouger le monde, mais il y a des bands un petit peu plus nouveaux, d'autres qui sont plus anciens, mais ça va vraiment plaire à tout le monde là, qui sont amateurs de rock sous toutes ses formes. Donc la thématique, c'est le rock pour le vendredi. Pour samedi, avez-vous une thématique également? Et qu'est-ce qui attend les intéressés pour la journée du 21 juin? Ben, le 21, le samedi, c'est plus éclectique. C'est aussi notre journée avec les microbrasseries, fait qu'on reste quand même à notre essence là, de la commission brassicole, qu'on ramène ce qui est le meilleur du monde brassicole, les cidres, distilleries, tout ça. Donc, toute l'après-midi puis en soirée, on va avoir près d'une vingtaine de kiosques à boire. Ouais. Puis ensuite, pour les scènes, ben là, c'est sûr qu'on varie différent. Donc, on a, oui, encore du psych rock parce que c'est un style qu'on apprécie beaucoup puis qu'on trouve qu'il se marie bien pour un festival. Mais on a le petit Béliveau qui est aussi un habitué des Grands Bois. Dans le fond, pour notre 10e anniversaire, on s'est dit que ça serait le fun de se gâter avec des bands qu'on a reçus dans les 10 dernières années, qu'on a vraiment trippé, ou d'autres qu'on a vus dans d'autres contextes de festivals ou salles de spectacle qu'on veut faire vivre à notre auditoire qui viennent au festival. Donc, une année un peu plus bonbon avec des valeurs sûres qui ont bien fonctionné auparavant pour les Grands Bois, de ce que je comprends. C'est ça, exactement. D'ailleurs, il y a également la journée de dimanche où vous avez toujours quelques petites animations, quelques activités à proposer également. Oui, le dimanche, c'est aussi la journée bonbon. Là. On a rajouté une journée au festival depuis quelques éditions déjà. Cette année, c'est Joran qui va être dans l'église avec Martin Lisotte de Deschambault qui va l'accompagner au piano. Donc, l'année passée, c'était Claude Pelgag qui était là, puis c'était la première édition dans l'église qu'on avait vraiment une église complète avec une artiste bien connue au piano. Ça fait une ambiance exceptionnelle. On a vraiment une belle église à Saint-Casimir, c'est le fun de la mettre de l'avant. Mais c'est aussi comme le au revoir du festival. Tout le monde qui sont en camping ou qui étaient dans le coin vont sur le parvis. Il va y avoir des chocolatines, tout ça, de la boulangerie du Soleil le Vin. Il va y avoir du café aussi. Il va y avoir un petit marché villageois là, pour des légumes avec notre maraîcher du village. Fait que c'est vraiment un point de rencontre final pour terminer le festival en beauté. Fait que quand il y a du soleil, vraiment, tout ça c'est magique. Chloé, une chose que vous dites et qui m'intéresse beaucoup parce que ça a beaucoup d'impact positif sur Saint-Casimir. Vous l'avez dit, il y a un camping, il y a justement des producteurs qui sont là. Vous faites vraiment un événement complet qui représente beaucoup pour l'ouest de Portneuf, mais Portneuf en général aussi. Oui, on essaye de garder vraiment notre essence, comme je disais, de fête villageoise. Il y a énormément de gens du coin. Le samedi, on met une grosse emphase sur la famille aussi. Donc, il y a une programmation jeunesse. On met ça gratuit pour les enfants de 11 ans et moins. On a un prix spécial pour les ados. Les enfants vont même avoir leur baby rave cette année. Donc, dans la salle du Théâtre des Grands-Bois, ça va être vraiment chouette. Sinon, il y a aussi des animations. Donc, on essaie que tout le monde y retrouve leur compte, même les personnes plus âgées ou les personnes qui sont peut-être moins fanatiques de musique un petit peu plus niche. C'est juste l'ambiance est là. On est sur le bord de l'eau, on a du fun. On peut manger, tout ça. Donc, vraiment, on essaie d'aller chercher tout le monde du coin et des enfants. Alors, sur le site web de la Commission B, on voit qu'il y a encore des billets disponibles. C'est exact? Oui, ça part vite, mais il en reste encore. Il reste encore des billets 3 jours. Ça vaut vraiment la peine. Donc, ça donne accès au vendredi, samedi, dimanche. Sinon, c'est aussi possible de se prendre des billets journaliers selon vos envies. Alors, l'invitation est lancée pour la Commission B 2025. Chloé Saint-Hilaire des Grands Bois. Merci beaucoup de nous avoir donné du temps. Merci. Le Halo Entraide communautaire a maintenant 40 ans.
Le dimanche 13 avril dernier, des représentants de plusieurs organismes portnevois ont assisté à un spectacle musical en l'honneur de cette célébration. Le Halo, basé à Donnacona, offre un service d'accompagnement transport bénévole, organise aussi la popote roulante, aide ses clients dans des démarches administratives ou légales, et j'en passe. Aubert Tremblay a assisté à la journée. Voici le reportage. Bienvenue au 40e anniversaire du Halo. Donc, déjà 40 ans que le Halo change les vies des gens du comté de Portneuf. Il y a 40 ans, 4 personnes créaient le Halo. Vous avez une photo ici de ces 4 personnes-là. La première personne s'appelle Hélène, c'est H pour Hélène, A pour Alexandra, L pour Lucille et O pour Odile. 2 de ces personnes sont avec nous aujourd'hui. Hélène et Odile sont ici. Départ plus que modeste. Le Halo est devenu la référence des aînés dans Portneuf. On en est très fiers parce qu'on a toujours travaillé, Odile et moi, nos 35 ans de carrière dans le milieu avec les personnes âgées. Alors, on peut vous dire qu'on est fiers de vous. On trouve que les soins, la qualité des soins, puis la diversité des soins que vous avez développés, je les trouve formidables. C'est eux autres qui ont besoin d'un applaudissement, c'est pas nous autres. Alors, on vous les applaudit. On a été quelques années au début, le temps de trouver plus de bénévoles, de former un conseil d'administration, d'avoir tous nos papiers, nos lettres patentes, d'organiser tout ça. Et quand on a senti que les personnes étaient capables de voler seules, ben nous, on s'est retirés parce qu'on avait un autre emploi. Nous autres, on vous a toujours regardé aller parce que moi, on vivait à Donnacona, on vit encore à Donnacona. Donc, le Halo, on connaît ça. Moi, j'étais au CLSC, elle au centre d'hébergement. Alors, on savait tout ce qui se passait. On connaissait des gens qui travaillaient, des bénévoles qui donnaient des services. Donc, on a toujours eu un œil, puis on a toujours eu de la fierté quand quelqu'un nous parlait du Halo, puis d'expliquer qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme service. Alors, moi, je veux vous dire un gros merci à tous pour cette belle réussite-là. J'aimerais ça que vous vous applaudissiez cette fois-ci avant de lever notre verre pour un petit toast. Moi, j'ai été 30 ans au loisir et je suis arrivée là en 87 et le Halo était juste le petit bureau à côté de moi. Il était là depuis 85, si je me trompe. Et je les ai vus grandir. J'en ai connu beaucoup, là, donc Mme Galarneau, Sylvie Noël, Louise, François, en tout cas j'en ai vu plusieurs. Et je peux dire que ça a tellement évolué de la partance en 85 à aujourd'hui. Donc tous les éloges qui vous sont donnés, vous les avez vraiment mérités. J'ai justement rencontré les filles dans le bureau du Halo cette semaine. Puis je les ai parlé de démission. Ils ont dit, c'est quoi cette démission? Elle dit, je tiens à vous avertir que je vais prendre ma retraite quand on va fêter le 50e anniversaire du Halo. La ville de Deschambault-Grondines, lors d'une séance extraordinaire de son conseil municipal, a engagé des investissements importants dans 2 projets jugés très significatifs pour elle. Premièrement, Deschambault débloque des sommes importantes pour la construction d'infrastructures qui vont servir à un futur développement, le développement Guilbeault sur la rue Projeté-Trottier. En plus de ça, Deschambault s'est inspiré du Centre d'expertise dans l'énergie biomasse de Saint-Marc-des-Carrières
pour le chauffage de son presbytère. En effet, des travaux à cet égard vont être effectués sous peu. Ce sont 2 dossiers qui profiteront grandement aux citoyens de la municipalité l'année prochaine, en fait dans les prochaines années. Toujours à Deschambault-Grondines et en prévision des élections municipales qui vont arriver cet automne, vous n'êtes pas sans savoir que le présent maire, Patrick Bouillet, ne se représentera pas. D'ailleurs, le conseil municipal Sylvain Ouimet a récemment affirmé qu'il se présenterait pour la première fois à la fonction de maire. M. Ouimet est conseiller municipal depuis 4 ans et a été membre du comité des loisirs pendant 15 ans, 14 d'entre elles à titre de président. Au retour de la pause, on revient sur la nouvelle programmation du Conseil du patrimoine culturel de Cap-Santé. C'est avec un immense plaisir qu'on vous invite à assister à la saison 4 de l'IPA, la saison hiver 2025, qui aura lieu du 27 janvier au 26 mai prochain, tous les lundis soirs à 19h au cinéma Alouette. L'entrée est gratuite, alors venez voir nos matchs haut en couleur. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. C'est un mois d'août bien rempli, encore une fois, qui s'annonce pour 2025 avec l'église de Cap-Santé. Bon, le Conseil du patrimoine organise une série de spectacles pour animer cet endroit historique. Arthur Bordelot était présent lors du dévoilement de la programmation cette semaine. Voici son reportage. Au nom de la fabrique Bienheureuse Mère Saint-Louis, je tiens sincèrement à remercier le Conseil du patrimoine culturel de Cap-Santé pour son travail de mise en valeur, par la tenue de différentes activités culturelles qui y sont présentées à chaque année, et ça depuis 27 ans. Il faut quand même le faire, plus d'un quart de siècle. Merci aux partenaires qui nous supportent si fidèlement dans cette tâche. La Ville de Cap-Santé, la Fabrique Bienheureuse Mère Saint-Louis et son équipe du CCOL. On forme une belle équipe, tout le monde ensemble, et tous nos commanditaires. Merci, M. Brière. Vous êtes toujours là pour nous, pour tout ce qui se passe à Cap-Santé. Merci aussi aux membres du Conseil du patrimoine qui travaillent très fort, avec passion, dans le plaisir, dans le bonheur, dans la légèreté, pour la réalisation de nos activités. Les visites guidées à l'Église pendant tout l'été et la production de 6 concerts présentés cette année. Le 3 août, pour ouvrir, on a Philippe Gagné, qui était élève au Conservatoire de Rimouski et qui est passé au Conservatoire de Québec, qui a eu son prix. Oui, donc pour le deuxième concert, c'est un autre pianiste. Cette fois-ci, ce sera Alain Châteauvert, qui n'en est pas à sa première visite ici à Cap-Santé, mais c'est quand même un bon pianiste. Je crois qu'il enseigne au CNDF, la classe de piano. Il vient présenter, il a lancé un album de Beethoven en février, puis il va nous présenter certaines des œuvres, entre autres la fameuse sonate pathétique de Beethoven, mais aussi plusieurs grandes œuvres de Debussy, de Chopin et de Rachmaninoff. Revient le 17, ça c'est le 10 août, revient le 17 août, Dominique Gagné-Ténard, qui a vraiment conquis l'assistance l'an passé. Il nous a fait un concert avec des chansons de l'abbé Gadebois, la bonne chanson, et puis le public pouvait participer. Ça a été un concert, je pense, qui a été sensationnel. Les gens ont tellement aimé que tout de suite après le concert, les gens nous disaient à Lise, il faut revoir ce garçon-là. Dominique Gagné-Ténard, accompagné par Marie-Hélène Greffard, et cette fois-ci, ce sera Rose de Picardie, Marinella, Maman la plus belle du monde, Tino Rossi et Luis Mariano, chanté par Dominique Gagné. Ça devrait plaire. Et le 24 août, ensemble en résidence au Conservatoire, le trio Beau Soir. Flûte, harpe et alto. Alto, violon alto. Il est un petit peu plus grand que le violon habituel qu'on voit. Là. Violon, alto, violoncelle, contrebasse. Là. Violon, alto. Belle sonorité, un peu plus
je dirais, lourde et forte, là. Trio Beau Soir, flûte, harpe. Le dernier et non le moindre de la saison, ce sera le 31 août. Et c'est Jean-Michel Dubé, qui se passe, je pense qu'on le connaît très bien, ici à Cap-Santé, originaire de Cap-Santé. Puis il vient nous présenter un concert Beethoven en 3 temps. Donc un concert-conférence à la fois sur la vie de Beethoven, les 3 grandes étapes de la vie de Beethoven. Donc il va y avoir une œuvre de chacune de ces grandes époques-là. Souvent, des choix nous viennent, comment dirais-je, ça vient du public. Et la réaction du public lors des saisons précédentes et des demandes qui sont faites. Alors, on essaie déjà, en partant, de s'ajuster. Il y a déjà une commande. Je vous donne l'exemple simplement. L'an passé, on a eu un concert sur la bonne chanson, un ténor. Ça a été tellement apprécié qu'on nous a dit qu'on voulait qu'il revienne. On a plusieurs demandes. On a eu particulièrement beaucoup de pianistes cette année qui nous ont interpellés, mais on a décidé, surtout qu'on avait un concert de plus cette année, un dimanche, le 5e dimanche. Fait qu'on a décidé d'aller de l'avant avec les 3 pianistes comme ça. On a 5 concerts, 3 août, 10 août, 17 août, 24 août, 31 août. Hey, moi, je ne peux pas jouer telle date. L'autre, mais moi, je ne peux pas cette date-là. Moi, je peux juste cette date-là. Là, il faut finir avec... c'est un jeu de blocs, jusqu'à temps que les blocs soient bien alignés. Alors, on réussit à bâtir notre saison. En plus des dimanches musique du mois d'août, il y aura le 4 mai prochain un concert bénéfice hommage à Claude Dubois. Et le 22, il y aura aussi une prestation du Quatuor Québec, toujours à l'église de Cap-Santé, et ce, à 14h. Dans le contexte des élections municipales qui arrivent à grands pas, une conférence sur la place des femmes en politique s'est tenue à Deschambault-Grondines, au vieux presbytère. L'événement a attiré plusieurs intéressés. Voici le reportage de Zachary Marchand. C'est un rêve d'atteindre la parité. Vraiment, d'atteindre la parité, qu'on soit là pour nos forces puis pour nos capacités qu'on a aussi les femmes. Une soirée d'échange sur l'implication et le rôle des femmes en politique s'est tenue le jeudi 10 avril au vieux presbytère de Deschambault. 2 mairesses du comté de Portneuf ainsi qu'une conseillère municipale animaient la discussion en répondant aux questions des invités. Pour rendre cette soirée possible, les invitations ont été envoyées par le maire de Deschambault-Grondines, Patrick Bouillet. Comme je suis mairesse de Saint-Casimir et qu'on est 2 mairesses dans toute la MRC, j'ai accepté l'invitation. Je trouve ça important aussi. L'objectif principal de cet échange était de promouvoir le rôle de la femme en politique. Dans la salle, la majorité semblait croire qu'il y a un manque de femmes par rapport aux hommes dans ce milieu. La conseillère municipale de Deschambault-Grondines a donc invité toutes les femmes à se lancer en politique parce que pour elle, son métier la rend fière. Ma fierté personnelle en tant que femme, c'est de m'imposer. Je veux dire, je m'impose, j'arrive avec ma vision, j'arrive avec ce que je pense, puis j'ai confiance dans le fond. Je les écoute souvent, ça m'arrive souvent de parler en dernier parce que je prends le temps d'écouter chacun, puis après ça, puis en plus, moi, je suis vraiment dans un milieu d'hommes, je suis la seule femme. Donc, puis ça m'arrive souvent de leur dire « Hey, wow, les gars, là, écoutez-moi. » là. Dans le vieux presbytère, près d'une trentaine de personnes ont assisté à cet échange. Dans la mêlée, plusieurs conseillers et conseillères ont pris part à la discussion. De plus, quelques femmes ne travaillant pas en politique étaient à cette soirée pour en apprendre davantage sur ces métiers. Je suis contente. On a presque fait salle comble, puis il y a eu des bons échanges dynamiques, des bonnes questions. Les gens sont encore là à jaser, fait que c'est bon signe. Encore aujourd'hui, peu de femmes travaillent dans la sphère politique, mais il y a eu dans les dernières années une hausse grandissante. Selon la mairesse de Saint-Casimir, l'avenir des femmes en politique est concluant. Mais de plus en plus, en général, les femmes s'impliquent davantage, là, puis on voit ce soir comment il y en avait plusieurs qui étaient intéressés aussi. Alors, oui, j'ai confiance. Un reportage de Zachary Marchand, CJSR, Deschambault. Le Cerf-Volant de Portneuf tiendra le dimanche 8 juin prochain au club de golf de Donnacona son tournoi de golf annuel. Il s'agit d'un 9 trous sous la forme Continuous Mulligan. Le coût d'inscription est de 38 $ par joueur et inclut également un léger goûter.
Les 4 joueurs vont devoir avoir un lien entre eux, donc on parle d'amis, famille, entreprise. Vous êtes donc invités à en parler aux gens qui vous entourent pour participer. C'est donc pour financer le cerf-volant que l'événement a lieu. D'ailleurs, le cerf-volant vient en aide aux familles de Portneuf qui viennent de tous les milieux, en offrant par exemple du soutien aux parents en ce qui concerne la logistique liée à l'éducation d'un enfant, que ce soit avec des cours massage pour nouveau-nés ou encore des conférences sur les principes de communication entre parents. Le cerf-volant propose une panoplie de services. L'émission Mon Histoire en héritage change de nom pour sa prochaine saison. En effet, maintenant appelée Ma Passion en héritage, l'émission qui allie le carrefour jeunesse-emploi à la table de concertation des aînés tente à nouveau de tisser des liens entre les citoyens qui proviennent de différentes générations dans la région. Zachary a assisté à l'un des tournages de l'émission il y a quelques semaines. Voici ce qu'il en a retenu. C'est à Portneuf, le 7 avril, que le tournage de la saison 5 de Ma Passion en héritage a officiellement commencé. Dans les 4 dernières éditions, le principe était simple. Des étudiants du secondaire questionnaient des aînés pour en découvrir leur parcours de l'époque. Cette année, l'émission prendra une tournure différente. Des élèves seront encore en tête d'affiche, mais passeront la journée avec un aîné qui leur montrera sa plus grande passion. Le passionné d'aujourd'hui, Gaétan Morissette, et sa passion est d'être acériculteur. C'est depuis 1988, après la naissance de leur premier garçon, que Gaétan et sa femme, Louise Sainte-Marie, pratiquent le métier d'acériculteur. Après quelques années à emprunter une érablière, c'est en 1991 que Gaétan construisit sa première cabane à sucre. Quelques années plus tard, en étant technicien en biologie, Monsieur Morissette était forcé de voyager aux 4 coins du Québec, le forçant à vendre sa première cabane. En l'an 2000, Gaétan s'ennuyait de ne plus produire de sirop d'érable et a donc décidé de louer une érablière à Portneuf. Après 6 ans de location, le passionné, avec l'aide de ses 3 garçons, a décidé de construire sa propre érablière à Portneuf sur l'avenue Saint-Germain. Depuis 2007, Gaétan et sa femme sont encore aujourd'hui installés dans leur cabane à sucre portneuvienne. Dans les dernières années, le couple produit en moyenne 50 gallons de sirop d'érable, soit 400 cannes. 40 gallons sont vendus et le reste est offert et partagé à la famille. Pour Gaétan Morissette, son échappatoire de prédilection se situe ici, dans la forêt, entourée d'érables. Quand tu es dans ta cabane à sucre ou dans le bois, il n'y a plus de problème. Là, ça rassemble le monde aussi. Hier, c'était plein de monde hier. On fait une fête de famille, les nièces, les enfants. Encore pour cette 5e saison, Aubert Tremblay est le monteur et le réalisateur. Il est également, depuis la saison 3, le caméraman de l'émission. Le carrefour Jeunesse-Emploi ainsi que la table de concertation des aînés de Portneuf ont mis les bouchées doubles pour mettre en avant ce projet. Après ce tournage, les étudiants du secondaire se seront couchés plus cultivés grâce à la passion de Gaétan et Louise. La saison 5 comptera de 8 à 9 épisodes d'une vingtaine de minutes et devrait être sur les écrans en hiver 2026. Un reportage de Zachary Marchand, CJSR, Portneuf. L'usine Alcoa de Deschambault-Grondines a annoncé 15 engagements bénévoles auxquels elle participera en 2025. La direction de l'usine a procédé à ces annonces pour souligner la semaine de l'action bénévole qui aura lieu du 27 avril au 3 mai prochain. Chaque engagement bénévole par Alcoa bénéficie des bourses de 3 000 $ associées au programme Action Alcoa. Ces aides importantes permettent à des initiatives locales qui tiennent à cœur aux employés d'Alcoa de se développer davantage. En 2024, 145 des employés de l'usine ont donné plus de 708 heures de bénévolat pour plusieurs organismes de la région de Portneuf. Les activités sont ouvertes à toute la population, ce qui maximise d'ailleurs les retombées du programme sur les organismes. Dans les initiatives qui seront soutenues cette année, on retrouve l'Association nautique du Lac-Sergent et son projet qu'on connaît bien de lutte contre la myriophylle à épis. Et ce n'est pas tout, d'autres projets vont pouvoir bénéficier de cette aide. La semaine dernière, il y avait la 3e édition de la Journée du personnel.
Zachary Marchand était sur place. Voici son reportage. Le jeudi 17 avril se tenait la 3e édition de la Journée du personnel à l'école secondaire de Donnacona. Les étudiants étaient en journée pédagogique, tandis que les membres du personnel du centre de la commission scolaire de Portneuf étaient conviés à l'école secondaire pour prendre soin d'eux. C'est une journée qu'on dédie à notre personnel parce qu'on a l'assentiment, on souhaite valoriser leur travail, on souhaite qu'ils prennent soin d'eux, qu'ils développent leur sentiment d'appartenance, qu'ils se réseautent aussi. Près de 400 membres du personnel étaient présents à cette journée, ne laissant donc personne à l'écart. On n'accueille pas que les enseignants, on accueille vraiment tous les membres de notre personnel, vraiment au niveau des services, des établissements, personnel de soutien professionnel, cadres et enseignants. Au menu, 4 ateliers ont été organisés par le centre de la commission scolaire de Portneuf. Nous avions une artiste de Portneuf qui était ici pour faire plus un atelier de type artistique. Donc, les gens pouvaient, de façon volontaire, spontanée, venir apposer une pensée positive sur un ruban pour faire part à une œuvre collective. Ensuite, les gens pouvaient s'inscrire à 3 ateliers. Donc, on a un atelier de yoga, on avait de la danse country qui a été très, très populaire, et aussi un atelier de pound qui est comme un exercice avec des bâtons. Donc, les gens venaient s'inscrire à un atelier, pas obligatoirement, de façon volontaire encore une fois, ou encore venir réseauter autour d'un bon thé fait au Québec. Donc, on était vraiment dans un concept de bien-être aujourd'hui. Les activités praticables lors de cette journée ont été choisies par les membres du personnel via un sondage pour ne pas faire de malheureux. Les gens ont eu un sondage l'année dernière au terme de la journée du personnel pour qu'on puisse mesurer leur intérêt pour concocter la 3e édition cette année. Donc, on s'est inspiré des idées de notre monde. En fin de matinée, les membres du personnel se sont déplacés dans la salle Luc Plamondon pour accueillir un conférencier. On se prépare à accueillir les gens pour la conférence de M. Sébastien Sasseville, qui est un conférencier inspirant qu'on a judicieusement choisi en fonction de notre thématique. Pour la directrice générale, la journée fut un franc succès et semble ravie de l'engouement de ses collègues. Donc, on est très contents de la belle participation. Les gens sont contents d'être là. Les gens sont de bonne humeur. Ça va leur donner de l'énergie pour le dernier droit de l'année scolaire. Donc, c'est vraiment une journée ressourçante, inspirante. Puis, une façon de leur dire qu'on est très fiers d'eux, de leur travail au quotidien avec notre clientèle. Ça fait maintenant 3 ans qu'il y a une journée du personnel et le Centre de services scolaires de Portneuf désire reproduire cette journée dans les futures années. Un reportage de Zachary Marchand, CJSR, Donnacona. Alors, vous vous questionnez sur la météo des 3 prochains jours. Voici le bulletin météo CJSR. La Ligue d'improvisation Portneuf-Alouette et le cinéma Alouette ont tenu pour une seconde année une soirée d'improvisation avec des joueurs de la LNI le lundi 21 avril. Et ce sont les improvisateurs Mira Moisan et Francis Sasseville qui ont improvisé avec les 4 équipes locales pendant une soirée complète. Par la suite, il a été possible pour les joueurs de Portneuf, donc de la région, d'en apprendre davantage sur les façons de jouer de ceux qui improvisent au sein de la plus grande ligue d'improvisation au Québec. Vous voyez d'ailleurs dans les images qui sont défilées à l'écran le nombre de participants à l'événement et évidemment le plaisir qui était palpable dans le cinéma Alouette. On rappelle que ce n'est pas terminé pour la saison de l'improvisation dans Portneuf. Il reste encore plusieurs lundis au cinéma Alouette. C'est gratuit. Vous pouvez aller voir les matchs à compter de 19h. Qui complète le bulletin en ce 24 avril 2025. Merci à Aubert d'avoir assuré mon remplacement, également à Arthur et Zachary qui ont facilité mon retour. Je veux aussi remercier Luc Robitaille pour
son aide à la technique. Je vous souhaite de passer un excellent week-end.